À quelques kilomètres des falaises de Bonifacio, cet avion est en vue du golfe de Figari. À son bord, le géologue Alain Gauthier étudie le littoral de Corse du Sud. Nous arrivons sur ce que les géographes appellent une ria. Il s'agit d'une vallée fluviale qui a été envahie par la mer. Il faut imaginer, il y a 20 000 ans, un niveau de la mer 150 mètres plus bas et où vous aviez une vallée qui était creusée par une rivière. Et lorsque la mer est remontée, eh bien, elle a envahi cette vallée et elle a donné ce que vous voyez ici, c'est-à-dire une vallée allongée, des fonds peu importants, se terminant par des marécages. Et c'est des paysages superbes. On va arriver à Rocapine. Le rocher mime un lion couché et au sommet de la tête du lion, il y a une ruine qui est un ancien château qui date du XIVe siècle et dont les ruines forment la couronne du lion. On y est en plein dessus là. Et à gauche, il y a une tour génoise, mais qui date de 2 siècles plus tard. En cette fin d'été. La rivière Lortolo, quand elle arrive au bord de mer, eh bien, elle n'arrive pas à rejoindre la mer directement. Et le but contre le relief, et donc elle est bien obligée à un moment donné de sortir. Ça, c'est tout à fait typique des rivières, des fleuves corses, lorsque le débit est insuffisant. Là, on le voit très bien, on voit très bien, c'est très spectaculaire. Il n'y a pas de route, donc on peut y accéder soit bateau, soit chemin de randonnée. Et d'ailleurs, vous voyez, il n'y a absolument aucune construction sur des kilomètres et des kilomètres. C'est ce qui fait, à mon sens, à mon goût, hein, la beauté de la Corse. Hein. C'est ce côté sauvage, c'est ce qu'à mon avis, il faut conserver absolument. On devine le sentier qui va passer au-dessus du phare de Sénétoz et qui aujourd'hui est le dernier phare de Corse à avoir été automatisé. Il continue à fonctionner comme phare, mais il est transformé en gîte d'étape pour les randonneurs. Et au-dessus du phare, il y a la tour génoise de Sénétoz. On la voit là-bas. Une très belle tour. Les tours qui jalonnent le littoral sont un témoignage de l'époque où les Génois occupaient l'île. Édifiées à partir du XVIe siècle, elles servaient à donner l'alerte en cas d'invasion venue de la mer. Alors on arrive à l'extrémité du golfe du Valinque et là on va passer au niveau de la plus grosse tour génoise de Corse, la tour de Campomor. Et cette tour a été construite après que les Barbaresques aient attaqué Sartène. C'est une tour du XVIe siècle. Dans le golfe du Valinco, Alain Gauthier se dirige vers Propriano. Ici aussi, le fleuve manque de puissance pour traverser la plage. Vous avez le Rizzanese qui arrive à gauche de la piste d'aviation. Aujourd'hui, on le voit, l'embouchure n'est pas ouverte. C'est-à-dire que l'eau, elle sort dessous. Hein. Lorsqu'il est en crue, il ouvre le cordon littoral qui est devant, au niveau de la piste d'aviation, et il sort directement en mer. On a une vraie vision en 3 dimensions. Je crois qu'il faudrait, si l'éducation nationale en avait les moyens, pratiquement faire survoler l'île à tous les écoliers pour qu'ils aient une vision réelle de la géographie. Pour le géologue, le survol en hélicoptère ou en avion, c'est presque le paradis. Sur la route qui remonte la vallée, Giaseppina Gianesini circule de village en village.
La vallée du Tarn est une vallée très large, qui est bien droite. On a un axe, qui est un axe routier actuellement, mais qui est un axe qui est en place depuis la préhistoire, qui permettait la circulation entre la haute vallée et la basse vallée. Giazippina s'intéresse à l'architecture des villages. Sa route passe par la petite chapelle Sainte-Lucie, qui a longtemps joué un rôle central dans la vallée. Cette église, elle se trouve au cœur d'un territoire médiéval, donc elle est extrêmement ancienne. Elle est à la croisée des chemins qui reliaient la plaine à la montagne et notamment tous les villages entre eux. L'église était à l'époque le cœur de la communauté. Quelques kilomètres plus loin, la route de Giazippina passe par le village de Guitera. Sur les pitons rocheux dominant les villages actuels se trouvent des castedi. C'est un terme qui signifie château. Et c'est tout au sommet où il y avait le château médiéval qui a été détruit par les Génois à la toute fin du Moyen-Âge. Et les seigneurs ont été contraints d'abandonner ce château et de s'implanter avec les villageois dans l'actuel village de Guitera. En descendant des sommets pour s'installer dans les hameaux, les seigneurs aménagent des maisons fortifiées, comme ici à Solacaro. Au XVIe siècle, les gens, pour des raisons de sécurité, viennent et se regroupent autour de ces maisons fortes. On peut dire que c'est la naissance des villages tels qu'on les connaît aujourd'hui, et la majorité des villages actuels étaient présents au XVIe siècle. Giazippina a rendez-vous avec le propriétaire de cette demeure fortifiée, qu'elle va visiter pour la première fois. Elle était comme ça, cette maison, lorsque vous en avez hérité? Non, pas du tout. Elle était dans un état de délabrement assez avancé, puisque les fenêtres étaient cassées, il y avait pas mal de réparations nécessaires. Hein. On voit très bien le système de défense par lequel il jetait sur l'assaillant de l'eau chaude, de l'huile ou de l'huile, oui. D'ailleurs, il y a toujours la jarre d'huile qui est cerclée de fer pour se maintenir, qui servait à... Elle est toujours conservée. D'accord. Oui. Donc là, c'était la porte principale de la maison? Voilà, c'est la porte principale. Alors, au départ, on imagine qu'il n'y avait pas les escaliers, mais que l'accès était surélevé, justement, avec une espèce de pont-levis. Au-dessus de la porte, une gravure en latin mentionne le nom du seigneur, Frédéric d'Istria, et la date de construction, 1571. Allez-y, je vais vous montrer un truc intéressant. D'accord. C'est la porte. Regardez la fermeture de la porte. Voilà, regardez, c'est amusant, ça. Ah oui, c'est extraordinaire. Voilà, et là, la porte, elle peut taper un peu, mais pour l'ouvrir, ça peut pas s'ouvrir. C'est pas possible. C'est simple, mais ça fait ses preuves. À l'étage, Charles Salvi a retrouvé 2 bancs typiques des maisons fortes. Là, vous voyez, on a conservé cette place assise. Et c'est là que l'on peut voir la position où était construit le château. C'est juste le petit mamelon arrondi, là, sur lequel il y avait le château d'Istrie. Et de là, on devait pouvoir communiquer assez facilement, à vue, hein, avec les gens du château. Voilà la jarre dont je vous parlais, donc. D'accord. Hein, qui est cerclée de fer et qui permettait de renforcer la jarre lorsqu'on la basculait et vider l'huile sur l'assaillant. La terrasse est un poste d'observation de la vallée. La vue est magnifique. Hein. C'est vrai, hein. On a l'impression d'être en avion. C'est extraordinaire. Et là, on peut bien voir s'il y a des envahisseurs, si... Un peu on voit toute la vallée jusqu'à la mer. Jusqu'à la mer, ouais. Giazippina reprend la route. Elle remonte le Taravo en direction d'un village perché à 750 mètres d'altitude. On arrive au village de Tzig, qui est un village particulier, tout en haut de la haute vallée du Tarv, au pied des plus hautes montagnes.
Tighe, au XVIIIe, était le village le plus gros de Corse du Sud. Tighe est un village très éclaté, qui est composé de plusieurs quartiers et qui s'est construit sur un noyau originel médiéval. On est dans un des plus vieux quartiers du village et on voit des maisons extrêmement anciennes qui datent du XVIe siècle. Au pied de cette maison, Jazzy Pina s'intéresse à une particularité de l'architecture traditionnelle corse. La pierre en Corse a une importance considérable et les maisons sont arrimées sur les pierres. On ne construit pas une maison n'importe où, on la construit sur le rocher. Il faut arrimer la maison au rocher. Et cette pierre brute, il ne fallait pas la tailler, il ne fallait pas y porter le fer. Parce que c'est une pierre sacrée, c'est une pierre qui appartient aux ancêtres, aux morts. Et on l'appelait l'anima d'agaz, l'âme de la maison. C'est une pierre qui, en fait, portait bonheur à la maison et veillait à ce que la maison prospère. En observant la façade de la maison, Jazzy Pina peut dater l'époque de sa construction. On remarque dans les murs anciens, dans les murs du XVIe siècle, que les pierres sont bouchardées. Elles sont piquetées. On voit vraiment le petit travail de piquetage et de bouchardage du burin qui permet d'aplanir toute la surface de la pierre, de la régulariser. Et en fait, ces pierres étaient toutes travaillées une par une au fur et à mesure que l'on montait le mur. Aux angles, des pierres saillantes sont un indice du mode de construction. Dans les maisons en Corse autrefois, on laissait des pierres apparentes dépasser de l'angle des maisons pour arrimer les nouvelles constructions. C'est-à-dire lorsque la famille s'agrandissait, à partir de la racine principale, on construisait d'autres maisons pour le reste des descendants, pour les héritiers. Donc ça donne des quartiers très resserrés sur eux-mêmes, avec des groupes de maisons agglutinées les unes aux autres, presque blotties les unes contre les autres, qui créent des petits hameaux, puis après des quartiers qui forment les quartiers des villages actuels. Perspective très élargie sur la vallée du Rizzanese et sur le fond du golfe du Valinco. Et on voit une partie de Sartène qui constitue en fait le nid d'aigle de la ville. C'est suite à l'invasion et à la destruction du village de Saint-Jean-d'Orto dans la vallée voisine début 16e que les habitants se sont réfugiés dans cet endroit pour se prémunir d'éventuelles invasions. Raphaël d'Ortoli appartient à l'une des familles fondatrices de Sartène. Il parcourt les ruelles de la vieille ville pour se rendre en bas des remparts. Au pied de l'église, la place Porta est aujourd'hui le cœur de la cité. Voilà ce qui reste des vestiges de la fortification de Sartène, c'est-à-dire une échauguette et un mur d'enceinte. À flanc de colline, de belles demeures racontent la réussite de quelques familles de Sartène. Pour afficher leur prospérité, elles agrémentent les façades des maisons de balustrades de marbre, de décors en bas-relief ou de loggias. Une des particularités architecturales de la ville, c'est la présence de ces maisons de style toscan, construites à la fin du 19e par une génération partie en Égypte, soit faire fortune, soit faire carrière dans la haute administration égyptienne, près du Khedive d'Égypte. Ces maisons sont caractérisées par un style à la fois épuré et à la fois chargé en décoration, mais tout dans le raffinement. Une des caractéristiques de ces belles maisons d'Égyptiens, ce sont ces grandes cages d'escalier assez monumentales en marbre de Carrare, avec rampe ouvragée, beau carreau ciment et très belles portes en noyer corse sculptées sur place. Sur les toits de cette maison égyptienne, une terrasse panoramique offre une vue imprenable sur la vallée du Rizzanese jusqu'à la mer. Ça a donné des exemples aux Sartenais qui ont voulu, à l'instar de ces personnes, construire des maisons peut-être un peu plus modestes, mais des maisons assez cossues, confortables et qui manifestaient un petit peu leur prestige. De reprendre soin de ces vignes.
là ça commence à être bien mûr. C'est du chacarel. Ça, c'est le roi de cette micro-région, Sartène-Ajaccio. On va s'en servir notamment pour le rouge et pour le rosé. Il est 9 h du matin en cette fin d'été. La vendange mécanique a démarré dès l'aube pour profiter de la fraîcheur des premières heures de la journée. Il faut vendanger vite parce qu'on n'a pas envie de récolter un raisin à 30 degrés et qui risque en fait d'être en cours de fermentation le temps qu'il arrive à la cave. Il ne peut pas être bon un raisin qui prend un coup de chauffe. C'est comme n'importe quel fruit. Il faut qu'il soit dans de bonnes conditions, le temps de rentrer à la cave. C'est vraiment le moment crucial. C'est là que toute l'année va être déterminée en quelques jours, en fait. C'est très enthousiasmant comme moment. On est entre montagnes, la montagne de Cannes qui est superbe, cette vallée. On est au bout du monde. C'est un bonheur d'être ici. C'est aussi cette situation privilégiée qui a séduit le fondateur de ce domaine à la fin du XIXe siècle. Philippe de Rocazère passe 10 ans au service du roi d'Égypte, qui fait sa fortune. À son retour, il crée Saparal, un domaine viticole modèle de 100 hectares au milieu du maquis. Il plante de la vigne, construit un village autour des bâtiments agricoles, ainsi qu'une école, une gendarmerie et bien sûr, sa maison de maître. Une demeure que Julie s'apprête à restaurer en préservant l'authenticité des lieux. Voilà, alors là, on est dans le salon égyptien de la maison de maître. Alors bien sûr, on n'a pas encore retapé cette maison. Elle est encore dans son jus. Mais c'est là que l'histoire de Philippe de Rocazère prend un petit peu tout son sens, hein, avec ces meubles qu'il a rapportés d'Égypte. Donc c'est un luminaire, des fresques à inspiration biblique sur le plafond, des banquettes vraiment d'époque qui côtoient aussi le buste, bien sûr, de Philippe de Rocazère. En bâtissant sa maison, le maître des lieux a veillé aux moindres détails. Il faut comprendre en fait que Philippe Rocazère veut vraiment faire ici un domaine modèle capable de vivre en autarcie. Donc il construit 5 ou 6 maisons pour abriter les 25 familles d'artisans qui habitent sur place, sa propre maison, sa résidence secondaire ici, et puis qui dit petite population locale dit aussi chapelle. Donc au cœur de sa maison, il fait faire une chapelle. Voilà, donc c'est une petite chapelle modeste, hein, mais qui avait sa raison d'être, qui avait été peinte par des artisans locaux pour tout ce qui est saint, et puis aussi par Madame de Rocazère, qui avait peint toute la fresque qui est là, avec les fleurs qu'on retrouvait ici, lys, géranium, voilà, donc ça a son charme. Devant sa maison, Philippe de Rocazère a planté un merveilleux verger d'agrumes et de fruits exotiques. Ça, c'est le bonheur un petit peu d'être là, c'est qu'il y a toujours quelque chose à ramasser, toujours quelque chose à grignoter, quelle que soit la saison. C'est cette nature qui est tellement généreuse avec nous. On va essayer de préparer un bon déjeuner avec des figues locales, des légumes du potager. C'est du travail parce que tout ça, ça s'entretient bien sûr, mais voilà, c'est aussi beaucoup de plaisir. Pendant ce temps, dans le chai, Philippe, le mari de Julie, surveille la vinification de la récolte. On est en train d'entonner les vins blancs de cette année. Donc ils sont à mi-fermentation, on les met dans les tonneaux et ils feront leur fermentation et leur élevage en barrique. Comme elles sont en pleine fermentation, ça mouche beaucoup. Donc il faut qu'elles soient quand même pleines pour pas qu'elles prennent l'air, mais pas trop pour pas que ça déborde. Donc il faut régler au millimètre. Grâce à Philippe et Julie, les vins du domaine ont retrouvé leur notoriété. Aujourd'hui, ils se placent dans la lignée de Philippe de Rocazère et veulent aussi transmettre son histoire. L'éléphant, voilà, qui a un symbole, le symbole de l'épopée qu'a vécu Philippe de Rocazère, qui s'est expatrié en Afrique. On dit même qu'il est rentré en Égypte à dos d'éléphant. Donc on a voulu reprendre ce symbole qui nous permet d'expliquer cette histoire.
Lui démarrant à partir de rien et développant tout ce domaine, voilà, capable de vivre quasiment en autarcie. Et puis nous ensuite, Philippe, qui démarre avec un domaine complètement en ruine, donc repartir aussi quasiment de zéro. Repartir bien sûr avec les vignes que son père et sa grand-mère ont plantées, mais voilà, recréer les caves, recréer les bâtiments les uns après les autres. Il y a ces réserves de biosphère par l'UNESCO. Aujourd'hui, elle est en passe d'obtenir le label Rivière sauvage. Alors là, tu vas voir, Mélanie, je vais t'emmener dans un coin où la présence de l'homme est très rare. On va vraiment voir qu'on est dans le sauvage. Déjà, rien que l'accès, Voilà, c'est ça. On voit bien que l'accès n'est pas bien couru. n'est pas simple. C'est sûr. À l'écart des sentiers, Gabrielle Valézy du Parc naturel régional guide Mélanie Taquet, venue inspecter la rivière pour le label. Tu vas voir, c'est un endroit magique. Hein. À 1 heure de marche de la première route, cet endroit est tenu secret par les connaisseurs de la rivière. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Comme c'est beau. Ah, là, c'est vraiment une rivière sauvage. Hein. Ah ouais. C'est impressionnant. Hein. Ah, c'est grandiose, ça fait un beau chaos là, c'est superbe. C'est quand même assez haut en altitude et on est vraiment au pied des montagnes, au pied des sources. On voit qu'on est encore dans la partie amont de par les caractéristiques du cours d'eau. On voit qu'on a quand même une forte pente avec un lit très étroit et dans la partie amont, on a beaucoup de cascades et de zones préservées comme ici. On a l'habitude avec le label Rivière Sauvage de parler de joyau et pour moi c'est vraiment un joyau. Un joyau, cette rivière est très très préservée, très sauvage, très difficile d'accès. C'est un des paramètres de notre grille de critères. Il faut qu'on ait un minimum de points accessibles. Et c'est comme ça que finalement une rivière est préservée. Les deux jeunes femmes poursuivent leur exploration de ce coin de paradis sauvage. Au cours de son inspection, Mélanie est attentive aux plantes qui poussent au bord de la rivière, un bon indicateur de la santé du cours d'eau. On est déjà dans un endroit où la végétation est assez luxuriante. On peut voir des espèces un petit peu particulières comme l'osmonde royal qu'on voit ici, qui est une espèce de fougère en fait et qu'on trouve très souvent dans les torrents de montagne aux eaux assez fraîches et oxygénées. Elles aiment l'ombre, elles aiment l'humidité, donc on les retrouve souvent dans ce type de cours d'eau-là. En cheminant dans le lit de la rivière, Mélanie découvre une des singularités du fango. Pourquoi sont toutes rouges les pierres dans la rivière? Alors ça, c'est une caractéristique du fang. On va retrouver cette couleur rose sur une grande partie du linéaire du fleuve. Et en fait, c'est une roche rhyolitique, donc une roche volcanique, qu'on retrouve aussi au niveau des sources du fang. Et voilà, ça donne cette couleur rose à la pierre. Donc les sources, elles se retrouvent là sur les montagnes au-dessus. Là. Donc là, elles se rejoignent là, et après en dessous, il y a combien de kilomètres avant le prochain? Alors là, elles se rejoignent là, elles vont récupérer un autre affluent un peu plus bas. Et ensuite, dans 2 km environ, elles vont former le fang ou fleuve. On peut labelliser un tronçon de rivière, mais dans le cas ici du fang, en fait, c'est tout le bassin versant qui est sauvage, qui est préservé, et du coup, on peut labelliser l'ensemble du bassin versant. On n'a pas d'agriculture, on n'a pas de maison autour, on n'a pas d'avion qui passe au-dessus, de voies ferrées sur un côté, de l'autre, etc. Il y a aussi un critère qui est très important qu'on voit ici, où on voit par la forme des vallées que l'eau, elle est toute sinueuse partout et elle épouse complètement la forme des vallées. Une rivière qui n'est pas sauvage, bien souvent, elle est curée, recalibrée, on la voit toute droite. Ici, non, elle circule librement partout dans toute la vallée. Ça, c'est vraiment signe d'une grande sauvagitude, comme on dit chez nous. On va continuer un peu plus bas pour voir le reste du cours d'eau. Là, parce que les montagnes qu'on voit, c'est où on était tout à l'heure, où il y a les sources du fang. D'accord. Donc le bassin versant est très court, il fait 24 km et du coup, c'est vrai qu'on a de fortes pentes en amont. Et là, on voit bien qu'on est dans une zone beaucoup plus
plus on est plate. dans le bas, là. Ouais, on est vraiment dans la Val du Fang. Le lit est beaucoup plus large. On a vraiment des visages complètement différents de la rivière, puisque c'est une zone où il y a tout un tas de galets, de cailloux. Alors là, on a du coup des galets qui sont de taille beaucoup plus petite que ce qu'on avait tout à l'heure, qui ont été roulés, qui viennent certainement des sources et qui ont été roulés au fil des crues et qui sont atterris ici. On est dans la partie basse de la rivière et effectivement on voit quelques maisons par-ci par-là, mais 3 fois rien. Il y a eu un pont tout à l'heure où on était tout à l'heure, donc signe d'activité humaine quand même. Mais cette activité, en fait, elle n'est pas gênante pour la rivière et c'est vrai que c'est ce qu'on recherche aussi au niveau du label Rivière Sauvage. C'est pas une mise sous cloche, c'est vraiment le fait que l'activité humaine puisse vivre, mais être là et que les hommes puissent être là en harmonie avec leur rivière. En cette fin d'été, le fango disparaît provisoirement sous les galets et poursuit un cours souterrain. Il ressurgit quelques centaines de mètres avant de se jeter dans la mer. Le fleuve rejoint alors d'anciens méandres pour former ce qu'on appelle le delta du Fango. Pour la première fois, Gabrielle Valézy découvre en bateau ce milieu naturel très préservé. Elle espère observer les tortues d'eau qui s'épanouissent ici le long des berges. C'est un endroit magique qui est très paisible. Et du fait de la diversité des habitats, on peut passer d'un paysage à l'autre en peu de temps. Depuis 15 ans, Anki, le propriétaire du site, organise des visites écologiques du delta. On demande aux gens d'être silencieux, de ne pas s'approcher des animaux, de ne pas faire de prélèvements de végétaux. Le but étant de visiter un petit écosystème très fragile et très joli, sans le perturber, sans le déranger et sans l'abîmer. Tout le charme de l'endroit réside dans ce silence. Le fait de ne pas parler, on va regarder plus, on va écouter plus, on va se laisser attraper par c'est une sorte d'atmosphère qui est ici, qui est très agréable. Le bruit de l'eau, le bruit des vents d'aérosol, la beauté du site elle-même. Le petit bras, j'aime bien parce qu'il fait un peu mangrove. Ouais, c'est vrai. On va retrouver des milieux humides, comme les bras morts ou le bras vivant. On va pouvoir retrouver aussi des milieux très secs, comme là-haut les plages de galets. Et c'est tous ces habitats différents qui font que le delta a une biodiversité très importante. La protection de ces berges fragiles est l'une des priorités d'Anki. Tu vois, Gabi, ça, c'est toute la partie que j'ai pas encore pu protéger parce qu'il faudrait que je clôture beaucoup plus loin. Et là, tu peux prendre constat de ce que j'appelle un surpâturage bovin intensif. Quoi. Depuis qu'il limite le piétinement des animaux, Anki a vu les nénuphars proliférer de nouveau sur les rives du delta. Moi, je pense que c'est quand même bien de protéger. Sous cette végétation, il y a toutes les petites mares temporaires où il y a toutes ces larves de libellules, les petits tétards, les petites grenouilles. Et ça a besoin de tranquillité pour évoluer. Quoi. Un peu plus loin, Anki repère la star du delta, cachée sous les arbres. Une petite tortue là sur la droite. Tu as vu? Où? Tu vois, sur la branche, là, regarde, juste à droite. Petit bébé cistude. Ces tortues, on va les retrouver dans les zones humides, comme ici, donc zones humides calmes, voilà, comme dans les étangs ou les petits plans d'eau. Donc là, on voit qu'elle capte les derniers rayons du soleil pour pouvoir avoir de l'énergie pour se déplacer, pour se nourrir ou se reproduire. Parce qu'il faut savoir que la tortue cistude, c'est un reptile, donc elle a le sang froid, et que sa température corporelle va s'adapter à la température du milieu dans lequel elle vit. Ces tortues cistudes régressent dans leur aire de répartition. Ici, on a une belle population, donc il est vraiment important de les protéger pour pas qu'on ait une diminution de la population. Les nénuphars et les tortues cistudes en arrière-plan, c'est très, très, très beau. C'est vraiment un bel exemple de développement durable puisqu'on protège le milieu et en même temps on a une activité économique sur ce milieu.
Et donc on peut dire que c'est vraiment une réussite. Tout en haut de la vallée du Fango, un chemin permet de franchir un col pour rallier le centre de la Corse. Le Caprunal est l'une des plus anciennes voies de communication entre le littoral et l'intérieur de l'île. Mais aujourd'hui, ce chemin n'est plus entretenu et menace d'être emporté par les intempéries. Pour le sauver, une équipe travaille à son classement et sa réhabilitation en chemin de randonnée. Ce chemin s'appelle Caprunal puisqu'il servait à la transhumance. Caprunal, ça vient de chèvre, de caprin. Donc les bergers, avec leurs troupeaux, leurs familles, partaient des zones de plaine et du littoral, où ils passaient l'hiver, pour regagner la montagne en estive pour passer l'été. Les randonneurs attaquent les pentes les plus raides du sentier. Ici, le chemin est protégé par des murs sur plusieurs centaines de mètres. Des travaux colossaux réalisés au XIXe siècle pour aménager une véritable route forestière. Cabrona, c'est un enchaînement de 19 lacets qui montent à flanc de paroi et qui permettent de contourner les obstacles naturels. Comme par exemple ici, vous voyez, on est dans un lacet et vous avez un magnifique mur de soutènement qui fait à peu près 3-4 mètres de hauteur. Et vous avez un parement dessus avec des belles pierres plates. Et c'est un ouvrage, on va dire, vraiment caractéristique de cette route emblématique. Quand on monte ici, il y a une émotion il y a quelque chose qui se dégage. Ce sentier, je l'emprunte depuis que je suis tout petit. Ça fait des dizaines d'années que je passe dessus. Bon, c'est évident que pour moi, il y a un attachement, il y a quelque chose, on va dire, de viscéral. Pasquale, Pierre-Marie et Ange doivent aujourd'hui repérer les passages dégradés qui nécessitent les travaux les plus urgents. Alors là, on arrive sur un des points les plus critiques. Le mur de soutènement du lacet est parti et il faut qu'on intervienne prioritairement sur ce point parce que l'ensemble du sentier risque de s'en aller et il risque d'être coupé, quoi. L'équipe poursuit son ascension vers l'ouvrage le plus spectaculaire de la route forestière. Donc là, on va découvrir un passage remarquable de cette route de Caprunal. Un passage creusé dans la roche avec un gros mur de soutènement, un point de passage obligé. On peut voir encore les traces là, des outils utilisés, les baramines, pour écarter la roche, ainsi qu'ici. Tout ça fait à la main en 1860. C'est vraiment ici où on peut voir que les ouvriers ont fait un travail vraiment colossal. Ce patrimoine, c'est un patrimoine, on va dire, très important. C'est notre héritage. Si on est là pour le transmettre, on va dire le valoriser, le protéger et faire en sorte que les générations futures puissent le connaître dans un meilleur état que nous l'avons connu, nous. On y est. Après 3 heures d'effort et 800 mètres de dénivelé, les randonneurs parviennent enfin au col de Caprunal. Là, on voit bien la profondeur de la vallée, les 800 mètres. Mais surtout, on découvre l'autre vallée. La longue. Avec ses pins Laricho. On change de département aussi. Aujourd'hui, ce chemin, il est utilisé, on va dire, exclusivement par des randonneurs, des passionnés, des amoureux de la nature, des amoureux de cet endroit. Mais on ne désespère pas qu'un jour, il y a un berger qui refasse la transhumance à l'ancienne, c'est-à-dire qui reprenne la trace de ses prédécesseurs pour remonter son troupeau dans le gnôle. Alors que les 3 hommes s'apprêtent à redescendre, un hélicoptère survole la vallée du Fango.
Alors ici, on prend conscience d'une caractéristique de cette région de Corse, c'est combien la roche est dure. Et de ce fait, ne forme pas des sols hospitaliers pour la végétation. On voit des pins accrochés à même le rocher avec très peu de sol pour se nourrir. C'est extraordinaire ici. Ce peuplement, il est extraordinaire. Il est vraiment âgé et on voit les arbres qui font cette forme tabulaire au sommet de la canopée. Ils sont magnifiques, ces arbres. Cette forme caractéristique traduit l'âge extrêmement avancé des arbres. Sous les yeux des deux chercheurs, défilent des pins de plusieurs centaines d'années. Pendant des millénaires, l'insularité a permis ici le développement de ces arbres singuliers. Suspendus entre ciel et terre, ces pins Lariccio nous ouvrent les archives des temps géologiques. Franck et Laetitia retrouvent l'époque de la Corse volcanique. Ça, c'est des coulées de lave qui, en durcissant, ont formé ces roches très dures. Et on voit le passé géologique de la Corse qui a laissé des empreintes incroyables ici. On a un boulot là au milieu et on a un vieux boulot tout seul dont on se demande comment il est arrivé là. Il paraît ridicule à côté des pins Lariccio. Et on voit combien ces arbres sont majestueux, combien c'est eux qui occupent tout le paysage. Un peu plus loin, en rasant la paroi, les chercheurs découvrent un autre peuplement. Ces arbres mesurent plusieurs dizaines de mètres de haut. Ils semblent eux aussi en parfaite santé. Les pins Lariccio poussent généralement entre 900 et 1800 mètres d'altitude. Au fil des siècles, ils se sont adaptés aux sols pauvres et aux caprices du temps. Quand on est là, on peut se dire que très peu de botanistes ont traîné leurs yeux ici et on découvre des choses superbes. Wow, c'est impressionnant, c'est extraordinaire. Il y en a un magnifique là. Ah oui, celui-là, il est fabuleux. Tu peux te rapprocher un peu ou pas? Bien sûr. Mais tu crois qu'il mange par où? Par les feuilles ou les racines? Ah, c'est la grande question du scientifique, elle est là. C'est quand on voit cela, le système racinaire, il permet de se maintenir debout et permettre à la plante de se nourrir et de boire donc et de manger. Et on se dit, mais comment est-ce qu'il arrive à faire cela avec une absence de terre? Et la grande question qu'on se pose, c'est comment vraiment la plante s'en sort dans des milieux aussi extrêmes. Et Franck et Laetitia ne sont pas au bout de leur surprise. Là, c'est quoi comme arbre? Là, c'est extraordinaire ça. On a des bonsaïs. On a des arbres qui doivent faire 4 mètres de haut et ils doivent avoir 200 ans. C'est fabuleux. En fait, ils ont été bonsaïfiés par les limites du milieu. La roche est extrêmement dure, des pentes extrêmement abruptes, et ils n'ont absolument pas la possibilité de plonger leurs racines. Et du coup, la plante, elle doit composer avec un milieu qui est tellement limitant qu'elle ne peut pas monter. Parcouru les falaises qui bordent la forêt de Lonca, Franck et Laetitia se dirigent vers un sommet mythique de la région. Là, Franck, on attaque la montée vers Capronal. La montée est magnifique. On voit Camudavunat et on voit bien le trou hein, dans cette montagne. Cet été en inventaire, on a fait le tour là sur les vires et c'est vraiment magique en fait. Compte que c'est Satan en personne qui aurait creusé ce trou. Après une violente querelle avec un berger, il aurait lancé le soc d'une charrue contre la montagne. Dans son élan, l'outil se serait brisé net, transperçant ainsi la pierre. Les routes qui franchissent les montagnes et parcourent ces vallées font aussi la réputation de l'île. Dans le massif des Aiguilles de Bavella en Corse du Sud, passe l'une de ces routes mythiques. L'itinéraire qui relie la vallée de Solenzara à celle du Rizzanese est depuis des décennies une des étapes d'un rallye automobile de légende.
Le Tour de Corse, dont la première édition date de 1956. Gauche 60. Et droit 82 fois. Les images de ces bolides, lancés à toute allure sur ces routes magnifiques, ont beaucoup fait pour la notoriété de l'île, en France et à l'étranger. Ces routes continuent de passionner deux amoureux de course automobile. Le Tour de Corse, on l'a surnommé le 10 000 virages. Et en réalité, il y en avait plus de 21 000. 21 000 virages. Ben, je ne sais pas si vous remarquez, depuis tout à l'heure, je ne fais que tourner le volant. Ben oui. Il n'y a pas un moment où... Voilà, oui, les lignes droites, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non. Ce matin, ils passent au pied des aiguilles de Bavella. Quand tu gagnais la spéciale de Bavella, tu étais dans le... Tu étais déjà dans le mythe. Au volant de cette DS de 1974, José Andreani prépare les étapes du Tour de Corse historique, une course de voitures anciennes. À ses côtés, Jean-Paul Nadeo est l'auteur d'un ouvrage sur les routes corses. Cette route, elle a été construite, tracée, je vais dire, sensiblement au 19e siècle, pour l'exploitation des forêts. Il y a énormément, on le voit autour de nous, énormément de pins. Ces fameux pins Lariccio, qui sont des pins immenses, qui peuvent atteindre une altitude de 40 mètres. Et on venait ici récupérer le bois pour fabriquer des coques de bateaux. En sortant de la forêt de pins, la voiture atteint le col de Bavella à 1218 mètres d'altitude. Oh, l'air pur, quel bonheur! On a toutes les aiguilles de Bavella, il y a 7 aiguilles de Bavella, elles sont toutes numérotées. Et le plus haut sommet, là, c'est la Punta Alta, qui culmine à 1880 mètres à peu près. Et les passionnés d'escalade viennent très souvent grimper dans ces voies qui sont absolument extraordinaires, quoi. Au pied de la montagne, une statue de la Vierge commémore une chute de neige miraculeuse en plein été à Rome au 5e siècle. Alors voilà, Notre-Dame des Neiges. Notre-Dame des Neiges. Depuis 1953, les fidèles viennent ici déposer bougies et offrandes pour honorer la sainte patronne de la Corse. C'est un peu les ex-voto de la montagne, quoi. C'est en plein air en plus, on n'est pas dans un bâtiment, dans une église, on est à l'extérieur. On arrive à Lévis. Alors Lévis, c'est la capitale de l'Alta Rocca. Étymologiquement, Lévis, c'est Ivia, les voies. Le village est au centre entre les pâturages, la montagne et la mer. Il y a une magnifique église, l'église Saint-Nicolas. Santa Carucci, on dit en Corse, hein, je crois. Santa Carucci. Elle a été construite avec ce qu'on appelle, nous, de la pierre tout venant. Ça veut dire qu'elle n'a pas la régularité des autres maisons qu'on peut voir aux alentours. On peut voir autour, quoi. José a créé le Tour de Corse historique par amour de la course et des voitures anciennes. C'est une vieille dame, là, hein, quand même. C'est une vieille dame, mais qui se comporte plutôt pas mal. Agréable, elle est confortable. La déesse entre dans le village de Carbini. Avec son campanile séparé de la nef, cette église de style pisan est l'une des plus anciennes de Corse.
On construisait à l'époque le corps du bâtiment, le corps principal, qui était avec la nef, qui pouvait accueillir les croyants qui venaient prier là. Et puis on n'avait pas toujours les moyens de faire en même temps le clocher. Donc quelques années après, eh bien, on a développé le campanile lorsque les moyens étaient là pour accrocher les cloches. Sinon, on avait coutume d'accrocher les cloches aux arbres, parce qu'il y avait quand même des cloches, on les accrochait sur des arbres à ce moment-là. Cette église de Carbigny a été restaurée grâce à Prosper Mérimée. C'est Prosper Mérimée qui était inspecteur à ce moment-là des monuments historiques, qui était venu en Corse et qui avait rencontré cette église qui était plutôt très abîmée. Et c'est grâce à lui que cette église est dans cet état aujourd'hui. Et il l'a fait totalement restaurer. Les deux hommes reprennent la route en direction de l'ancien fief des seigneurs de la Rocca. Et voilà, José, on arrive à Sainte-Lucie de Talano. Oui, c'est un des plus gros bourgs de la région et c'est le dernier avant d'arriver sur les plaines et à la plage. Alors sur notre droite, là, on aperçoit l'ancien château fort de la famille de la Rocca qui s'est transformé un peu plus tard en couvent, c'est le couvent Saint-François. Couvent Saint-François, occupé par le moine franciscain. L'église a été édifiée à la fin du XVe siècle. À côté, il ne subsiste du cloître qu'une seule galerie à 5 arches. Depuis le promontoire qui domine le village, on surplombe l'une des richesses de l'Alta Rocca. Regarde les champs d'oliviers, là. Ces champs d'oliviers. Alors là, il y a une olive qui s'appelle la germaine, qui produit une huile extraordinaire. C'est une spécialité de Sainte-Lucie de Talane. Cette huile est très réputée. C'est absolument remarquable. Et on a une couleur, des couleurs. Moi, c'est un village que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup les villages comme ça, au perché, où on voit loin. Ah oui, là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de la visibilité. À l'eau, le dos de cheval. Construit au Moyen-Âge, il possède toutes les caractéristiques des nombreux ponts génois que l'on retrouve partout dans l'île. José, regarde ça. Ouais, magnifique. Regarde cet arc parfait que fait l'ombre qui est portée là. Ouais, c'est magnifique. Hein. Les ponts génois sont des ponts qui ont été construits à l'époque génoise, donc entre le XIIIe et le XVIe siècle. Et ils ont tous sensiblement la même architecture. Celui-ci doit avoir à peu près une largeur de 14 mètres à sa base, une hauteur de 8 mètres. Ils sont très pentus. Celui-ci s'appelle le dos de cheval, et on comprend bien pourquoi il s'appelle comme ça. Et puis, il permettait de transférer les marchandises, de communiquer avec les différents villages qui étaient dans la montagne. L'arche unique a permis à l'ouvrage de résister aux crues et de traverser les siècles. On voit bien l'ancrage sur la roche. Sur la roche en bas, oui. Les ponts génois étaient construits dans des endroits adaptés, c'est-à-dire qu'on choisissait l'endroit le plus étroit possible pour permettre d'être fixé sur la roche. Et c'est ce qui évitait la construction de piliers enfouis et ce qui fait aussi qu'avec les éperons, ils sont pratiquement indestructibles. À quelques kilomètres de là, Filitosa est l'un des sites mégalithiques majeurs en Europe. 70 pierres sculptées aux formes humaines ont été découvertes ici. Ces statues menhirs sont souvent en lien avec l'eau, avec des sources, avec des rives, avec des ruisseaux secondaires. C'est une façon de marquer une territorialité. On marque ainsi la présence d'une communauté sur une source en implantant un monument emblématique. Avec des statues qui sont particulièrement détaillées à l'effigie donc des guerriers de l'âge du bronze. Ici, il s'agit d'une des statues menhirs les plus détaillées du site. Représentation donc de guerriers avec un casque proéminent, une protection nasale ici, et puis la figuration du menton et de la bouche. Dans le dos, des attributs géométriques. Ici, des arcs de cercle, là,
Et puis ici, un motif triangulaire. Alors ici, on est sur la représentation d'un casque un petit peu bombé. Et là, probablement, la représentation d'une cuirasse avec des lanières en cuir qui maintenaient des plaques en métal. La vallée du Taravo est depuis toujours une terre de culture et d'élevage. Elle est encore aujourd'hui l'une des principales régions productrices de cochons et de charcuterie en Corse. C'est des cochons qui vont rester à peu près encore un mois là-dessous, entre 25 et 30 jours. Stéphane élève ses cochons toute l'année en plein air. Il passe l'été dans les pâturages de haute montagne, mais c'est en automne sous ces arbres que Stéphane leur apporte l'aliment qui fait la particularité de la charcuterie corse. C'est-à-dire que sous les châtaigniers, ça s'est toujours fait comme ça, hein. C'est des zones de finition, c'est pour les faire engraisser, pour les engraisser. La châtaigne est très sucrée, on le voit quand on fait la farine, hein, et ça donne un goût spécial à la charcuterie. J'adore le châtaigne. L'alimentation ne fait pas tout. Pour obtenir l'appellation d'origine protégée, Stéphane n'élève que des cochons de race locale. C'est des cochons de race corse qui vont servir pour faire de la charcuterie AOP. C'est une race qu'on a reconnue, ça fait à peu près une dizaine d'années, 10-12 ans. On le voit déjà par rapport aux pieds, c'est des pieds assez fins. Regarde, c'est pas des gros pieds comme ce cochon de race c'est des pieds assez fins. C'est les oreilles tombantes comme ça, tu vois, qui tombent comme ça sur les yeux, c'est un museau assez allongé aussi, c'est pas un museau court, tu vois, comme... Donc c'est des cochons de race nostrale. Nostrale, ça veut dire la nôtre, donc c'est notre race. Stéphane n'élève qu'une cinquantaine de bêtes qu'il engraisse durant 2 ans. Un élevage artisanal qui respecte l'animal. Regarde comme ils sont heureux. J'en doute que tous les cochons soient aussi heureux que ceux-là, hein. Élevés dans les châtaigneraies ou laissés en liberté à proximité des villages, les cochons font partie du paysage de la vallée du Taravo. C'est leur territoire, hein. Là, ils sont chez eux, là, regarde. C'est tout ouvert, je veux dire, c'est tout des châtaigniers, là derrière, là, c'est des chênes, il y a des glands. Donc là, c'est la période où tous les animaux sont lâchés. Je pense qu'ils puissent manger toutes les châtaignes qu'il y a et les glands autour du village et dans le village. Pour être agriculteur, chez nous, je pense comme ailleurs, hein, de toute façon, c'est une passion, il faut être passionné, quoi. Et l'élevage porcin, c'est une passion, la charcuterie, c'est une passion. À quelques kilomètres d'ici, Stéphane prépare lui-même la charcuterie dans une coopérative. Bon, alors là, on rentre dans le coffre-fort. Sur ces jambons, il n'y a que du sel et du poivre, avec un peu de saindoux qui est passé dessus. On est sur des jambons affinés, donc on est sur des jambons de 24 mois. Et ce gras que tu vois là, ce saindoux, c'est une fine pellicule, donc de gras de saindoux qu'on a fait. Et c'est ce qui permet au jambon de s'affiner sans trop sécher au niveau de l'extérieur. Pour contrôler le mûrissement du jambon, Stéphane utilise une méthode traditionnelle. C'est au nez, c'est le nez, qui va faire en sorte qu'on va savoir si le jambon est prêt à être vendu ou pas. Avec une pointe en os, il pénètre au cœur du jambon. Ah, c'est un parfum, c'est l'odeur qui dégage quand il est mûr. Je sais pas comment l'expliquer exactement, mais c'est extraordinaire. C'est un parfum qui te prend le nez, qui te donne envie de le couper.
Pendant la saison de la charcuterie, Stéphane réunit régulièrement ses amis pour une dégustation de ses produits. L'occasion de préparer le figatel, la saucisse à base de foie de porc. Tous les lundis, il y a tous des gens, des amis qui montent, ils savent que le lundi on découpe. Et après, c'est un peu la fête, on goûte tous les produits, on fait toute la saison. Tous les lundis, c'est ça. Alors, il y a des gens de toute la vallée. Hein. Tout ce qui est fait ici est particulier, mais il est fait traditionnellement comme il faut. C'est des habitudes, et c'est le partage, c'est la convivialité, quoi. Au même moment, au centre de la Corse, cet hélicoptère s'envole vers les sommets de l'île pour une mission annuelle. À bord, Antoine Orsini coordonne les opérations. Lorsque nous avons besoin de beaucoup de matériel, heureusement nous avons l'hélicoptère et un bon pilote. L'hélicoptère explore d'abord le versant ouest de la montagne, le plus proche du littoral. Il suit les pentes abruptes à la recherche des sources du Porto, un cours d'eau presque à sec en cette fin d'été. Dans ces rochers, on a de multiples petits suintements qui donnent après des petits ruisseaux et qui vont former cette rivière. Donc on voit bien une des sources donc, du Porto. Voilà l'illustration parfaite de ce qu'on a côté ouest. Voilà. Ça coule à la verticale et ça arrive au bout de quelques heures dans la mer. Donc ça c'est assez typique. En suivant le cours du fleuve, l'hélicoptère quitte très rapidement la haute montagne. Le Porto chemine à présent sur des pentes moins fortes. La vallée change de visage. La particularité du bassin versant du Porto, c'est d'entailler, vous le voyez, ces roches rouges, hein, c'est du granit rose. Adossé à la muraille de granit rose, le village d'Ota surplombe les dernières boucles de la rivière. Voilà, on voit déjà la mer, vous voyez qu'on n'a pas volé une demi-heure, hein, puisqu'il y a à peine 20 km des sources jusqu'à la mer. Et donc là, vous voyez que côté ouest, il n'y a pas de plaine. Hein. Donc rapidement, ce petit cours d'eau va se jeter dans la Méditerranée. Signalé par sa tour génoise, le golfe de Porto, ses calanques et sa réserve naturelle est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La plage de Porto est assez réputée parce que c'est quand même une plage relativement importante. Alors souvent les gens pensent que c'est du sable qui a été ramené. Non, c'est du sable qui a été amené par la rivière, hein, par le Porto qui charrie des sédiments pendant la période de hautes eaux. Alors, donc là on a vraiment du sable de rivière et pas de ce qui coule à l'ouest puisque la Restonica coule à l'est. Ces rivières partent de lacs souvent, hein. Donc là on a une enfilade de lacs, le lac du Melo, le lac de Capitello. Dans la haute vallée, les glaciers il y a 14 000 ans ont façonné la vallée. Ici on voit très bien droit devant la fameuse vallée en auge, hein, c'est-à-dire une vallée en U, donc très relevée. Donc on imagine là le glacier qui est en train de raboter et donner cette forme-là. Au fur et à mesure, la vallée devient de plus en plus étroite. Lorsqu'on est à 1000 mètres, c'est plus le glacier qui creuse, mais c'est le cours d'eau qui creuse. Et on a donc des vallées en V, donc des gorges, ce que nous avons ici, les gorges de la Restonica. On quitte les gorges de la Restonica et on arrive sur Corté. On voit déjà que la vallée elle est plus large. Corté est la ville natale d'Antoine.
a sur notre gauche la citadelle de Corté et la vieille ville. Hein. Au sommet du Nid d'Aigle, ce château a été érigé à la fin du Moyen-Âge par un seigneur local pour s'opposer à la domination génoise. L'installation de Corté, elle n'est pas due au hasard. Corté est installé à la confluence entre la Restone et le Tavignano. Donc on a le Tavignano devant et on a la Restone également sur notre gauche. Antoine fait à présent demi-tour et prend la direction des sources du Tavignano pour rejoindre son équipe. Ça fait quelques années que je sévis dans ces montagnes, pas seulement lorsque j'étais gamin, lorsque j'allais à la pêche, mais après j'en ai fait mon laboratoire d'études. Et depuis 30 ans à l'université, c'est la zone qu'on étudie le plus. Le but de sa mission, c'est le lac de Nino et ses Pozzine, une zone humide caractéristique des montagnes corses. Un milieu fragile dont Antoine surveille très attentivement l'évolution. Je suis toujours émerveillé par ce paysage et je pense que nous avons une mission importante, c'est de sauvegarder ce paysage et surtout sauvegarder la biodiversité qu'on va avoir dans les rivières. Donc moi je veux laisser quelque chose à mes enfants et à mes petits-enfants. Pendant que l'équipe se prépare, Antoine part inspecter la source du Tavignano. Nous avons en face de nous le lac de Nino, donc un lac qui fait une douzaine de mètres de profondeur, et lac qui est à l'origine du Tavignano. Donc vous avez ici la naissance du Tavignano. Bon, vous voyez qu'ici le débit n'est pas très élevé par rapport à ce qu'on connaît en plaine, mais donc voilà l'origine, je dirais, la source du Tavignano. En aval du lac, la rivière naissante se ferait un chemin dans la tourbière parsemée de multiples trous d'eau, les Pozzine. À l'origine, on avait probablement ici un autre lac. Mais petit à petit, par des apports latéraux de terre, on a eu des petits bancs de sable qui se sont formés. Et ces bancs de sable se sont réunis. Là, on a par exemple 2 bancs de sable qui se sont formés, qui se sont réunis et qui ont laissé ces petits canaux. Ici, on a l'exemple où vous le voyez, ce canal est en train de se boucher. Mais si on appuie là-dessous, il y a toujours de l'eau. Alors vous voyez, là, il y avait un canal qui reprenait ces 2 pozzines, ces 2 pozzi. Aujourd'hui, ça s'est bouché. Mais vous le devinez, le canal, là. C'est un écosystème vivant, parce que là-dessous, on peut avoir du poisson, on a des batraciens, on a une faune et une flore merveilleuses. C'est vrai que c'est un paysage magnifique. Je dirais je suis toujours épaté et toujours aussi amoureux de ma vallée. Antoine rejoint l'équipe qui capture des poissons menacés par le changement climatique et le braconnage. Mais là, on est en train de faire une pêche électrique, c'est-à-dire qu'on fait un petit champ électrique là, une petite surface dans l'eau, qui attire le poisson, donc qui le tétanise et qui l'attire vers la perche qui est devant nous. Et de suite, avec ces pucettes, on le récupère. Il faut vite le capturer et tout se passe très bien. Ce recensement, qui a lieu chaque année au même endroit, permet de suivre l'état de santé de ces petites truites endémiques des rivières corses. C'est un beau spécimen. Elle est assez grosse pour le site. En montagne en Corse, les truites n'ont pas des tailles énormes. Donc ça, une vingtaine de centimètres, c'est déjà une belle truite de montagne chez nous. Il faut savoir qu'en Corse, nous avons 2 souches de truites locales. C'est des véritables trésors de nos rivières. Des analyses génétiques permettent de s'assurer que la truite corse est toujours bien présente ici.
Les généticiens nous disent que c'est une méditerranéenne plutôt plus corse que méditerranéenne. Donc c'est là qu'on touche à ce que disait Pagnol, de l'authentique. Là, on a vraiment la génétique de la Corse, c'est ça. Donc c'est notre patrimoine génétique et qui était là avant que l'homme mette le pied sur l'île de Corse. Hein. On les remet à l'eau, on les remet dans leur milieu pour, on l'espère, les recompter l'année prochaine, elles et leurs descendants. Hein. Apparemment, les densités de poissons, c'est comparable à ce qui a été pêché l'an dernier. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop eu de braconnage. Et on revoit rapidement les truites retrouver leur biotope de prédilection. En recensement piscicole, je dirais que ce n'est pas la connaissance pour la connaissance. C'est la connaissance pour mieux faire prendre conscience aux gens de la richesse que nous avons. Les recherches d'Antoine doivent se poursuivre plus bas dans la vallée. Le canyon du Tavignano est l'autre endroit sensible de la rivière. C'est ici qu'Antoine continue ses investigations. Regarde, tu vois, là, il n'y a pas trop de fond, tu vois. Il y a 3 ou 4 mètres. Accompagné par sa fille, elle aussi hydrobiologiste, il remonte la rivière qui creuse ici la roche à la verticale. On est passé du granit au schiste, et le schiste étant plus friable, hein, du moins solide que le granit, le Tavignano a creusé un véritable canyon. Hein, donc, on voit bien, là, par endroits, on a bien 4 à 5 mètres de fond. Mais j'ai connu, il y a une trentaine d'années, des zones où il y avait quasiment 7 ou 8 mètres de fond. On voit aussi que ces roches ont été plissées lorsque les montagnes se sont formées. Et donc on retrouve des roches qui ne sont pas horizontales, mais verticales, plus ou moins. Et certaines, on devine même des oscillations. Ça ressemble à des vagues, mais c'est parce que la roche a été déformée. Antoine et Sophie prennent la température du fleuve tous les ans exactement au même endroit. Car depuis quelque temps, ils font une constatation inquiétante. 22,5, elle s'est stabilisée. Ces dernières années, la température de l'eau n'a cessé d'augmenter. Un changement qui a un impact direct sur la faune du Tavignano, particulièrement sur les larves et insectes qui vivent sous les pierres. Ah papa, j'ai un hétéroptère. Hétéroptère? Ouais. Voilà, là on a le fameux coquillage mollusque d'eau douce. Dans le Tavignano, on a combien de mollusques? À peu près une trentaine d'espèces. Voilà. Et après on a une autre espèce, donc c'est une espèce d'hétéroptère appelée donc Aphelocherus aestivalis. Donc aestivalis, comme son nom l'indique, estival, donc eau chaude. Cette espèce-là, on n'aurait pas dû la trouver à cette altitude ici. C'est une espèce qu'on devrait trouver plus vers l'embouchure, vers la mer. On utilise la présence ou l'absence de ces espèces comme espèces indicatrices de conséquences des changements climatiques. Parce qu'on s'aperçoit que des petites bêtes qui vivaient dans le cours inférieur des rivières, dans des eaux chaudes, commencent à remonter le cours d'eau sur des dizaines de kilomètres parce que l'eau est très chaude, même en montagne maintenant. Ah, et là, il y a de quoi fuir. Regarde, avec Johnny Russe. Ah, très bien. Ce qui attire notre attention, c'est que là, on a beaucoup d'espèces endémiques. Une espèce endémique, c'est une espèce qui a une aire de répartition restreinte. En l'occurrence, l'aire de répartition, c'est la Corse. Donc, on ne les trouve qu'en Corse. Ça veut dire que si, dans quelques centaines d'années, une espèce disparaît des cours d'eau de Corse, elle disparaît de la surface. Travail. Jean-Georges Marcadal et son fils Vincent s'assurent de la maturité des fruits. Ah, le calibre il est beau. Hein. Il y a des grappes. Des grappes de fruits qui sont magnifiques. La clémentine corse, on la reconnaît parce que d'abord, elle a le cul vert. Voilà. Et ça, c'est vraiment typique à la clémentine de Corse. Ce qui fait la clémentine de Corse, c'est ce couple sucre-acidité, ce petit goût acidulé qu'on a sur la clémentine de Corse. Et on la ramasse avec la feuille comme signe de fraîcheur. Ça, c'est très important. Dans les étals, c'est ce qui permet de dire c'est une clémentine qui n'a pas 15 jours, qui n'est pas passée en chambre. Vous pouvez le voir, on ramasse ce qui est mûr. La cueillette s'étend de novembre à début janvier.
Logiquement, on fait 3 passages sur l'arbre, puisque le clémentinier ne produit pas les fruits tout le temps, au même moment. En fait. C'est toute la difficulté de travailler un fruit mûri sur l'arbre, en fait. On n'est pas sur quelque chose d'industriel, il faut arriver à le ramasser quand il faut, au bon moment, pour arriver avec un fruit qui est à l'optimum au niveau du consommateur. Franchement, on a une très très belle saison et là, on a vraiment une belle récolte qui s'annonce. La qualité de leur clémentine, les Marcadal la doivent à la situation exceptionnelle de leur terrain, qui surplombe toute la plaine. On est entre mer et montagne. Alors là, on voit la mer et juste derrière nous, on a les montagnes qui sont vraiment à 1 heure de route. Hein. La montagne nous amène le froid et la mer nous amène toutes les entrées maritimes qui permettent d'éviter le gel et ce genre de choses. C'est ça aujourd'hui qui fait qu'on n'en trouve nulle part ailleurs en France et qui fait la typicité de notre produit identitaire clémentine de Corse. « 30 ans après avoir planté leurs premiers arbres, les Marcadal franchissent un nouveau pas. Ils ont commencé à convertir en bio une partie de leur verger. On a voulu initier cette démarche de travailler, on va dire, plus sainement. On le voit bien puisque les fruits sont marqués d'argile. En fait, on a pulvérisé de l'argile dessus pour éviter les insecticides. Ça permet de faire de la confusion visuelle au niveau des insectes. Les insectes sont intéressés par le fruit qui est coloré. On a la chance de faire pousser nos fruits. On a les arbres, on les plante, ils grandissent, ils produisent, on récolte ces fruits. C'est une vraie fierté aujourd'hui de pouvoir dire c'est nous qui l'avons fait. On a Bati qui arrive là, qui est mon pêcheur attitré. C'est lui qui me fournit toute la pêche de mon restaurant. Allez, on va décharger. Allez. Ah, c'est de la belle pêche, venez voir ça. C'est bien brillant. On a de la belle soupe, la soupe de poisson. C'est là que se crée l'envie de faire une bonne cuisine. Là, on a un beau spécimen, un beau dentier. Le poisson, il est beau, hein, quand... Ouais, les couleurs qu'il a, il est encore craquant. Il a été pris cette nuit, celui-là. Ouais. C'est un poisson noble, déjà. Hein. C'est un poisson qui est très recherché par les Ajacciens. En général, ce sont des spécimens qui peuvent même aller jusqu'à 15 kilos. Donc, tu vois, c'est des belles pièces. Alors, on peut, si on a une belle table, le proposer comme ça, entier, au four, juste avec quelques aromates, tu vois. Ou alors, on peut en faire des darnes avec des clémentines, ça va être super. Face à la baie d'Ajaccio, le restaurant de David propose une cuisine concoctée à partir de produits locaux bio. Alors, on a un loup et une ballotine. Hein. De travailler ces produits, c'est un plaisir et c'est un honneur. On passe du producteur au consommateur dans un laps de temps très court. Et puis, c'est un plaisir parce qu'on aime faire plaisir aux autres, on aime faire plaisir aux gens et à nos clients. Le Danti, trouvé ce matin au port, est maintenant prêt à être cuisiné. C'est un poisson qui appelle une sauce de caractère aussi. Alors là, on va le marier avec la clémentine. On va couper un pavé comme ceci. Moi, je préfère le cuire tout doucement dans un four mixte avec de la chaleur et de la vapeur. Ça va nous faire un poisson nacré avec une texture moelleuse et un bon fondant. Un peu d'huile de basilic et David enfourne le poisson avant de poursuivre sa recette. Alors là, on a le broach. Le seul fromage AOC de Corse, c'est fait avec du lait de brebis. On va faire un petit gratinage avec quelques noisettes. Et on va venir apporter notre côté agrumes. Donc on râpe les zestes de clémentine. Marier la clémentine, la noisette et le broach avec un poisson, c'est marier les saveurs de Corse. On va récupérer les fruits pour la garniture. Ici, j'ai réalisé un petit jus. C'est du veau corse. Ce petit jus, je vais le faire infuser avec des zestes de clémentine pour agrémenter notre poisson. À l'intérieur, on va mettre nos clémentines et nos petits légumes. Alors, on va voir si c'est cuit.
Je viens apporter ma farce de broche, de noisettes et d'agrumes sur le dessus. Voilà. Et on le fait gratiner. David peut maintenant dresser son poisson qu'il va disposer sur une base de purée de courge butternut. Les légumes sont bien colorés, la clémentine est enrobée, donc on n'a pas desséché par la cuisson, elle est encore tout entière, vous voyez. Et juste en finalité, comme ça, là on met un peu de verdure, c'est parti. Retour dans la montagne du centre de la Corse, à 15 km de Corté. Nous sommes en septembre, c'est la fin d'après-midi. Un moment très attendu par Stéphane Mondoloni. C'est la période idéale pour écouter le brame du cerf. Ça s'excite, ça y est. Le brame du cerf, c'est le cri rauque, c'est la vocalise qu'émet le cerf, le mâle, donc, pendant la période de reproduction. Donc c'est une manière d'une part d'affirmer sa présence, de montrer que c'est lui le maître de place. Et ensuite, d'affirmer les femelles qu'il est sur le secteur, que c'est son territoire. Et donc il est prêt à s'accoupler. On vient bien l'entendre là, donc il doit être plus dans notre direction. Il doit être entre les pinèdes et les bruyères. 300. 306, ouais, c'est légèrement décalé. Stéphane profite de cette période où les animaux sortent à découvert pour réaliser un comptage. Là, on a vraiment un beau cerf adulte. 8 corps. Il est en train d'observer quelque chose sur sa gauche, là. Peut-être un concurrent ou une biche. Là, on voit qu'il a le nez au sol. Il est en train de suivre la piste. Certainement d'une biche. Parce que les biches, elles sécrètent des phéromones. Et du coup, ils suivent à la trace les femelles pour ensuite aller féconder. Moi, je suis passionné de pleine nature et d'environnement naturel, mais c'est vrai que je suis passionné par cette espèce depuis ma tendre enfance. Et c'est pour nous Corses une espèce à très forte valeur patrimoniale, qui est présente chez nous depuis maintenant 3000 ans. C'est 3000 ans d'histoire quand même, le cerf en Corse. Et c'est vrai que c'est une chance aujourd'hui de pouvoir observer du cerf en nature. Voilà, on a le mâle qui court par la femelle. Elle a l'air moins réceptive que lui. Là, on le voit bramer. Il est en train de marquer sa place de brame. Les cerfs ont disparu de Corse dans les années 60. Ils ont été réintroduits dans ce maquis il y a 10 ans. Mais la population reste en danger. Ils sont toujours vulnérables, oui, parce que il y a toujours 2 grosses menaces qui planent sur lui, c'est l'incendie, comme on a connu récemment sur le secteur, il y a peu, le braconnage. C'est même pas le braconnage, c'est la destruction, puisque
Les animaux sont laissés sur place. Soudain, un magnifique cerf apparaît dans les fourrés à une vingtaine de mètres. Oui, c'est vraiment là la réussite pleine et entière qui se manifeste. C'est une vingtaine d'individus relâchés il y a plus de 10 ans dans le secteur. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine. Donc ça a été quand même assez moyen ces premières années. Mais là, depuis plusieurs années, 4-5 ans notamment, ça prend un essor assez important et tant mieux. C'est le but. Antique, area que se concentrent les fouilles. Car c'est ici que passait une importante voie maritime à l'époque romaine. Ce bateau fait route vers une épave à la recherche de vestiges. Aujourd'hui, on va sur l'épave que nous avons appelée Aleria 1 parce qu'il se trouve presque en face d'Aleria. C'est une épave romaine de l'époque de l'empereur Adrien. Nous, la première chose qui nous a attiré sur cette épave, c'est la variété de sa cargaison parce qu'elle est très riche en céramique fine, des gobelets, des tasses, des verres. Il y a plein d'amphores qui viennent de toute la Méditerranée, qui est bien conservée parce qu'elle se trouve à entre 300 et 400 mètres de profondeur. Franca a repéré cette épave il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle va tenter de remonter quelques pièces, grâce à des robots qui atteignent des profondeurs inaccessibles à l'homme. Là, on commence la série de mise à l'eau des engines. En particulier, ces robots-là sont capables d'aller jusqu'à 2000 mètres. Sous l'eau, les robots équipés de caméras reliés au bateau s'approchent de l'épave. Ce qu'on voit, c'est une partie de l'épave, la partie où il y avait tous les céramiques, les lampes, la poterie et quelques amphores de différentes provenances, d'Afrique, des Grèces, etc. La plupart sont encore entières. C'est une très belle épave. La structure du bateau a disparu, mais il devait mesurer une vingtaine de mètres de long. La cargaison devait être rangée au centre du navire. Parmi tous ces trésors, Franca cherche à remonter un col d'amphore. Regarde, celle-là, j'ai peur qu'elle soit un peu trop grande, mais sinon, même celui-là, ça pourrait aller. Celui-là, je ne sais pas s'il va nous prendre toute la caisse. Avec cette commande, les archéologues pilotent le robot équipé d'un bras articulé. Une manœuvre délicate, car les poteries restées 1500 ans sous l'eau sont très fragiles. C'est difficile parce qu'on ne peut pas vraiment se poser sans risquer d'abîmer du mobilier. Et là, on est équipé d'un manipulateur hydraulique qui est assez délicat à manipuler. On risque d'abîmer les objets. Donc il faut vraiment choisir des objets qui ne sont pas trop fragiles. C'est pour ça qu'on prend que des cols d'amphore, on ne prend plus de la céramique. Tu l'as? Et quand je monte, tu redonnes un refaire. Doucement, doucement. Okay, parfait. Alors si c'était toi, je lâcherais. Opération réussie. Grâce au robot, après 4 heures d'effort, ce sont une dizaine de pièces qui remontent à la surface à la nuit tombée. Voilà, sauve. Hop. Sur la tête. Allez. Ça, c'est une lampe à disque, on l'appelle comme ça. Ces petites lampes, c'est un des exemplaires de la cargaison principale de ces bateaux. C'est des objets qui, à l'époque, étaient des objets standardisés, mais qui aujourd'hui sont plutôt rares dans les épaves parce que c'est des objets jolis, qui sont très appréciés par les pilleurs. D'habitude, vous pouvez imaginer, ils partent très vite, vous voyez. C'est facile. Tout ce qu'on a pu récupérer, moi, me permet d'avancer dans la détermination de l'épave, sa datation, et en même temps de
évolué dans la technologie de récupération pour pouvoir vraiment étudier bien cette épave. Tous les 30 ou 40 cm, on accroche une filière avec les coquilles. Sur chaque corde, il y a une cinquantaine d'huîtres. Et ça pousse tout seul. On ne nourrit pas, hein. C'est dans l'eau, ça pousse, ça se nourrit tout seul. La méthode d'élevage est simple. Elle consiste à fixer les naissins des bébés huîtres sur des coquilles vides accrochées aux filières. C'est juste un support pour les petites. C'est une coquille d'huître. Hein. Et on passe dedans, comme ça, oui. Hop, et après, les petites huîtres qui étaient dessus, elles vont pousser. Dans l'étang de Diane, les huîtres grandissent 2 fois plus vite que dans les eaux de l'Atlantique. Ici, on a de très bonnes eaux, ce qui fait la qualité de l'huître exceptionnelle, quoi. Elle s'engraisse beaucoup plus. C'est pas de maintenant, parce que depuis l'époque des Romains, il y a toujours eu des huîtres ici. Mais à l'époque, c'était des huîtres plates. Bon, ça veut dire qu'au départ, l'étang était, on va dire, fait pour les huîtres. Ces huîtres plates, tant appréciées des Romains, poussent depuis toujours naturellement au fond de l'étang. Mais aujourd'hui, des chercheurs tentent de développer son élevage. Ils commencent par se rendre sur cette île qui présente une étonnante particularité. Elle est essentiellement constituée de coquilles d'huîtres. Les Romains récupéraient la chair qu'il y avait à l'intérieur, qu'ils mettaient dans la saumure et qu'ils transportaient. Et les coquilles vides, ils les stockaient ici. Donc à force, ça a fait vraiment cette île. Ça fait presque une montagne de coquilles d'huîtres. Et puis après, au fil du temps, c'est un petit peu tombé en désuétude. Jean-José et ses collègues cherchent à mettre au point une méthode d'élevage pour exploiter l'huître sauvage de l'étang de Diane. Tu te mets dans l'angle, on est bien. Dans l'angle là-bas, hein. Ouais. Là, on est sur une table ostréicole sur lesquelles on a pendu un certain nombre de filières avec des pearl nets. Donc, c'est des petits filets qui permettent de faire pré-grossir les huîtres. Donc là, on vient les relever pour voir ce que ça a donné un petit peu la période estivale. Oh là, c'est magnifique. Attends. Ces huîtres plates, en fait, elles ne sont pas adaptées à la méthode d'élevage telle qu'on l'entend pour l'huître creuse. Celle-ci, en fait, elle pousse sur le fond, le plus près du fond possible. Est-ce qu'on peut faire carrément des grosses? C'est ce qui sort plus grosse, tu vois, c'est celle-là, pour l'instant, 4-5, tu vois. La prochaine étape, c'est semer ces huîtres sur le fond et voir avec l'ostréiculteur à quel endroit, à quelle période il va pouvoir les récolter. L'amateur de fruits de mer pourrait redécouvrir les saveurs de ce coquillage au goût unique. C'est un produit vraiment patrimonial donc de l'étang de Diane en Corse. C'est un des nombreux produits naturels qui a bien survécu au gré du temps. Et là, ce serait très intéressant de le mettre en valeur. Il n'y a pas que l'intérêt patrimonial, il y a aussi l'intérêt économique et tout ce qui va derrière. C'est un délice. Elle est fine. Elle a le fameux goût de noisette, si caractéristique des étangs méditerranéens. Je la préfère largement à l'huître creuse. Et les anciens qui ont eu la chance de goûter beaucoup les huîtres plates et les huîtres creuses vous diront la même chose. Nous quittons les étangs et repartons dans les montagnes de Corté pour retrouver Antoine Orsini, l'amoureux des rivières. Il gravit les pentes de la vallée de la Restonica pour aller retrouver des amis bergers qui vivent leurs derniers jours d'estive. Là, on quitte la vallée de la Restonica, que l'on voit couler en contrebas, et que l'on entend aussi couler, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a une crue. On est sur un chemin de transhumance, chemin emprunté par les bergers depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Alors c'est un chemin que j'affectionne parce que
j'ai fréquenté cette montagne étant gamin, hein, arrivant chez les bergers. Alors, je retrouve ces senteurs, comme je dis souvent, Proust avec sa Madeleine. Moi, j'ai ma vallée de la Restonica. Antoine va marcher 1 heure pour rejoindre le plateau d'Also et ses pâturages. Bon, on a quitté la vallée, on approche du plateau d'Also. Bon, on voit déjà les premiers aménagements, hein, donc les premières bergeries, avec les premiers enclos, hein, pour la traite des chèvres et des brebis. Depuis toujours, ces pâturages d'altitude sont le refuge des bergers, qui fuient les chaleurs d'été dans la plaine. Ici, c'est l'endroit où les bergers, tous les bergers du Cortenay, je dirais du centre Corse montaient, parce que d'abord c'est un plateau qui s'étale sur plusieurs hectares, d'une part, et d'autre part c'est un plateau où il y a quand même des sources, donc il y a de l'eau et il y a de l'herbe verte, je dirais toute l'année. Arrivé aux bergeries, Antoine retrouve Paul, un ami depuis plus de 40 ans. Oh, racchissimo! Ma ti gampido! Come si? Piano piano. Mamma! Dehors, dans les derniers rayons du soleil, Joseph, le fils de Paul, surveille son troupeau de brebis. Ça fait 30 ans que je fais l'estive. C'est un moment agréable, et puis c'est un choix de vie aussi. Hein. La montagne, moi, ça m'a toujours attiré et ben, c'est dur de s'en passer. Une fois qu'on a connu ça, je dis, on y revient toujours. Hein. C'est être en altitude, c'est vraiment un mode de vie particulier. Hein. C'est un peu la liberté, c'est un peu... C'est la montagne. Joseph vient de passer 3 mois ici à veiller sur les bêtes et à faire son fromage dans ses bergeries. Dans ses caves ancestrales, il va chercher les tout derniers fromages de sa production. Alors ici, on appelle ça les cagiles. Je dirais une petite salle d'affinage très très vieille. La porte est très petite, on rentre par... Pour y rentrer à 4 pattes. Hein. Il y a le trésor des bergers. Et voilà. Bon, à l'intérieur, on y reste debout. Hein. En fin de saison, les étagères de Joseph sont presque vides, car ses fromages sont très appréciés. On n'est plus que quelques-uns à faire du fromage en estive. Le fromage qu'on fait ici, déjà, l'herbe que les brebis broutent n'est pas du tout la même que sur Corté. Et le goût est quand même meilleur. Ici, on appelle ça le fromage montanaccio, de montagne. Ben, les amateurs, ils préfèrent le fromage montanaccio que fait sur Corté. Pour Joseph, le moment du retour à sa bergerie de Corté approche. Quelques amis sont montés à la bergerie pour la soirée. Dans ces montagnes, les bergers perpétuent la tradition des veillées en musique. Ce soir, ils fêtent la fin de saison d'estive en chansons.
ici, laissez sortir un peu plus piano. Allez. Here. Le lendemain, il est 9 h quand débute la transhumance. Une brebis sente le départ. Joseph redescend son troupeau dans la vallée. Ces brebis y resteront de novembre à mai. Et allez. C'est un autre cycle qui commence. En fait, le métier de berger, c'est on vit au rythme des saisons. Hein. Allez, oh! J'ai toujours été attiré par les bêtes, par la nature. Et voilà. C'est un métier de passion. Et ici, depuis toujours, les bergers ont toujours transhumé. Hein. On peut dire depuis le néolithique, ça a été comme ça. De perpétuer cette tradition, c'est quand même important. Hein. Moi, ça m'a toujours plu. Là, on bascule sur la Restonica. Joseph et son troupeau quittent le plateau d'Also et entament la descente dans la vallée. Les animaux pressent le pas à l'approche des pâturages d'hiver et prennent des raccourcis à travers la pente. Les brebis n'auront mis que 20 minutes pour effectuer la descente. Elles arrivent au fond de la vallée de la Restonica. Joseph doit les faire patienter dans un enclos en attendant le camion qui les ramènera à Corté. Le retour à la civilisation. On voit les voitures, la route, quelques touristes qui nous prennent en photo. Allez. Hey. On va essayer de les faire entrer dans le parc. Elles ne veulent pas entrer là. Hein. Allez, donnez-moi un coup de main. Allez. Et c'est grâce à l'aide des randonneurs que Joseph parvient finalement à faire rentrer ses brebis dans l'enclos. Allez. Ça, c'est une partie de l'année qui s'achève. Maintenant, vivement l'année prochaine pour remonter. Comme Joseph, ils sont encore 7 bergers à effectuer chaque année la transhumance estivale sur le plateau